Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le dimanche 3 novembre et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Economics. J'espère que vous allez bien, vous avez peut-être profité de ce week-end rallongé avec le vendredi férié. En tout cas, on est parti comme chaque dimanche pour décortiquer l'actualité économique mondiale. Avant tout, notez que ce podcast est soutenu par Quorum l'épargne. Cette entreprise indépendante comprend l'importance cruciale pour chaque investisseur de bien saisir les enjeux de ses choix financiers. Pour cela, il est essentiel d'être bien accompagné et de trouver un placement adapté à son projet et à ses besoins. Depuis 2011, Quorum l'épargne a aidé 120 000 nouveaux épargnants à investir 7 milliards d'euros dans des produits d'épargne compréhensibles et performants, tout en étant connectés à l'économie réelle. Je précise que ces placements comportent des risques spécifiques, notamment celui de la perte en capital. Je suis très heureux car nous partageons une mission commune, déjargonner et vulgariser les principes de l'économie pour rendre l'épargne accessible à tous. Ce podcast parraine d'ailleurs ceux qui décident de rejoindre Quorum l'épargne. Si vous êtes intéressé par leur offre et que vous répondez aux conditions du parrainage, utilisez le code COSMOS, COSMOS, pour bénéficier d'une récompense de bienvenue. Allez, maintenant on est parti pour la première actualité de cette semaine, avec l'or qui a enregistré un nouveau record historique. Alors en fait, l'once d'or, qui représente 31,10 grammes du métal précieux, s'est changé ce mercredi 30 octobre autour des 2790 $, un niveau qui n'avait jamais été atteint. Et l'once d'or se paye le luxe de progresser de plus de 36% depuis le début de l'année. Alors plusieurs facteurs peuvent expliquer cette envolée du métal précieux en 2024. Tout d'abord, les conflits au Moyen-Orient et la guerre en Ukraine ont intensifié l'incertitude sur les marchés mondiaux, ce qui a incité de nombreux investisseurs à se tourner vers l'or, qui est un actif refuge traditionnel dans les périodes de crise. Et d'un autre côté, le métal précieux est aussi porté par une baisse des taux d'intérêt, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, et l'or, qui ne rapporte pas de rendement, est très sensible aux taux d'intérêt. En fait, lorsque les taux d'intérêt sont élevés, les obligations et autres investissements basés sur les taux offrent des rendements attractifs. Mais lorsque les taux d'intérêt baissent, comme c'est le cas actuellement, ces rendements deviennent naturellement moins attractifs et les investisseurs recherchent d'autres options, comme l'or par exemple. Plus globalement, en 2024, les proportions d'or dans les réserves globales des banques centrales sont à leur plus haut niveau depuis les années 1990, en représentant maintenant environ 12,1% des réserves mondiales. Et selon l'enquête annuelle du World Gold Council, menée auprès de 70 banques centrales, elles sont 88% à estimer qu'il est pertinent de détenir de l'or, car c'est une bonne réserve de valeur à long terme et une couverture contre l'inflation. 76% estiment que le métal doré permet de diversifier efficacement son portefeuille et enfin 72% mettent en avant l'absence de risque de défaut. Allez, maintenant pour la deuxième actualité, on s'intéresse à la France et au Maroc qui ont conclu des accords d'investissement de 10 milliards d'euros. Alors la visite d'État d'Emmanuel Macron à Rabat ce lundi signe la fin d'une période de tension de 3 ans entre les deux pays, car pour rappel, en septembre 2021, la France avait décidé de diviser par 2 le nombre de visas accordés aux ressortissants marocains en justifiant cette décision par un manque d'effort du Maroc pour accepter de recevoir ses ressortissants dont la France ne voulait plus, comme par exemple ceux sous OQTF. Une décision sur laquelle la France est revenue un peu plus d'1 an plus tard, mais qui avait tout de même, au bout du compte, crispé les relations. Et ce lundi, le président français et le roi du Maroc, Mohamed VI, ont signé 22 accords et contrats sur le transport ferroviaire, l'eau, le secteur portuaire, l'éducation ou encore la protection civile. Il est notamment prévu que le groupe français Aegis participe à la réalisation du deuxième tronçon de la ligne de train à grande vitesse entre Tanger et Marrakech. Le français Alstom va aussi y prendre part en négociant la fourniture de 12 à 18 rames de train à grande vitesse. Par ailleurs, le français Total Energy a signé un accord pour le développement de la filière hydrogène vert au Maroc. De son côté, le transporteur maritime CMA-CGM va s'associer avec Marsa Maroc pour équiper et exploiter pendant 25 ans la moitié du terminal à conteneurs de Nador West Med dans le nord du Maroc. On retrouve aussi le motoriste et équipementier aéronautique français Safran qui va lui mettre en place un site de maintenance et de réparation de son moteur vedette LEAP à Casablanca. Enfin, EDF a signé de son côté un protocole d'accord portant sur l'extension du parc éolien de Taza. Pour la troisième actualité, on s'intéresse à Volkswagen qui va fermer pour la première fois de son histoire au moins 3 usines en Allemagne. Alors le plan social de l'entreprise allemande prévoit aussi la réduction de 10% de tous les salaires et leur gel en 2025 et en 2026, d'après le communiqué de presse publié ce lundi 28 octobre. L'objectif étant de réaliser 4 milliards d'euros d'économies et le groupe a justifié ce plan social par la chute des achats de voitures depuis la pandémie de Covid-19 et la concurrence chinoise sur le marché de l'automobile électrique. Mais les salariés ne comptent pas se laisser faire, leurs représentants disposent d'un pouvoir de décision sur la stratégie du groupe, ont déclaré qu'ils vont entamer des négociations. À Berlin, le chancelier
chancelier Olaf Scholz a mis en garde, via l'un de ses porte-paroles, contre une vague de licenciements en expliquant que, je cite, « les salariés ne doivent pas subir l'impact d'éventuelles mauvaises décisions prises par le management de Volkswagen dans le passé ». De son côté, le puissant syndicat allemand IG Metall plaide pour une hausse de salaire de 7% sur un an et une meilleure rémunération pour les apprentis, des revendications qui restent donc très éloignées des vues de la direction. Au final, des grèves seront possibles après la période de dialogue social obligatoire, soit à partir de décembre. Pour la 4e actualité, on s'intéresse aux taux de crédit immobilier qui vont continuer de baisser en novembre. Alors les taux sont désormais retombés en dessous de leur niveau d'il y a 18 mois, très concrètement sur 20 ans, qui est la durée la plus souscrite par les ménages, un crédit se négocie à un taux compris entre 3,35 et 3,80%, avec une moyenne globale de 3,45%. De leur côté, sur 15 et 25 ans, les taux s'établissent respectivement à 3,30 et 3,6% en moyenne. Pour rappel, entre 2022 et 2023, les taux moyens étaient passés de 1% à 4%, et cette baisse des taux immobiliers résulte d'une baisse des taux directeurs de la BCE, qui sont passés de 4% à 3,25%, étant donné que l'inflation est revenue à 1,7% contre plus de 10% en 2022 dans la zone euro. Mais les banques s'appuient également sur un autre indicateur pour établir leur grille de taux, c'est-à-dire les obligations assimilables au trésor de l'État français. En fait, le rendement de la dette française sur 10 ans est remonté à 3,08%, soit le même niveau qu'en juillet dernier. Et dans ces conditions, il sera très difficile pour les banques de proposer des taux moyens inférieurs à ce seuil d'ici janvier 2025, selon le courtier vous financez. De leur côté, l'Observatoire Crédit Logement CSA et le courtier Meilleur Taux misent sur un atterrissage des taux à 3,20% d'ici la fin de l'année. Pour finir, on s'intéresse à une actualité qui pourrait directement impacter votre alimentation, étant donné que manger du thon en conserve serait dangereux pour votre santé. En fait, la teneur en mercure, qui est un puissant neurotoxique, est ultra concentrée dans les boîtes de thon vendues dans les grandes surfaces alimentaires, selon un rapport dévoilé cette semaine par les ONG Bloom et Foodwatch. Très concrètement, sur 148 boîtes de thon achetées en France, en Allemagne, en Angleterre, en Espagne et en Italie, 100% des produits sont contaminés par du mercure. Les ONG ont même expliqué que 57% d'entre elles dépassent la teneur de 0,3 mg de mercure par kilo de produit, qui est en fait le plafond appliqué aux œufs de poisson lorsqu'ils sont frais. Et en France, la marque Petit Navire est particulièrement montrée du doigt, avec une teneur en mercure record de 3,9 mg par kilo, c'est-à-dire 13 fois plus élevée que celle des autres espèces de poissons. Mais selon Foodwatch, je cite, des boîtes de conserve à marque de distributeurs comme Carrefour ou Lidl ont également été analysées et révèlent des taux élevés en mercure. En fait, la différence des teneurs en mercure entre des boîtes de conserve dépend du thon pêché, étant donné que plus il est vieux, plus il sera contaminé, mais également de l'espèce ou encore de la zone de pêche. Et très concrètement, la réglementation européenne fixe une limite de mercure de 1 mg par kilo pour le thon, mais cette limite s'applique spécifiquement au thon frais. Et en l'absence de normes claires pour le thon en conserve, visiblement, il semblerait que les teneurs en mercure dépassent largement les seuils appliqués aux autres poissons. Or, le mercure est une substance dangereuse, même consommée à faible dose. Il peut entraîner, selon les spécialistes, de graves troubles au développement neuronal chez les enfants et attaquer le fonctionnement cérébral, cardiovasculaire, immunitaire, rénal et reproductif des adultes. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Pensez à mettre une note sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Ça m'aide énormément à être mieux référencé. Merci beaucoup et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.